Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons corriger le DS7 de cette année. Donc dans la première question nous avions de l'exercice 1, nous avions comme espace vectoriel l'ensemble des fonctions C1, donc une fois dérivable et dont la dérivée est continue, de R dans R, et deux sous-ensembles de C1, l'un défini ainsi et l'autre ainsi. Alors pour G, il n'y a rien à montrer, hein, vous avez vect 2, donc c'est un sous-espace vectoriel, pas de souci. Pour f, il fallait montrer que f était non vide dans un premier temps. Donc on obtenait effectivement, on avait la fonction nulle qui appartient à f de façon évidente, puisque la fonction nulle s'annule en 0 forcément, et sa dérivée est encore la fonction nulle qui s'annule en 0. Et ensuite, il faut prendre deux éléments de, de f. Donc ici, on va rédiger ainsi, vous allez le corriger. Voilà. Donc deux éléments de l'ensemble F. Et on regarde si la combinaison linéaire de ces deux éléments, évaluée en 0, vaut 0. Donc on applique ce que l'on sait sur les fonctions. En 0, ça vaut 0. Pour la dérivée, c'est identique. N'oubliez pas de marquer qu'à ce moment-là, la combinaison linéaire qu'il y a ici dans le rond rouge appartient à F. Et donc F est bien un sous-espace vectoriel de Donc pour G, comme j'ai dit, c'était immédiat. Pour la dimension de G, on est obligé, même si G égale vecteur de F0 à F1, c'est-à-dire que la dimension de G est au maximum 2, puisqu'il est engendré par deux fonctions, il faut montrer que les deux fonctions forment une famille libre pour être sûr que c'est exactement de dimension 2. Donc pour montrer qu'on a une famille libre, soit on prend une combinaison linéaire égale à 0, et on montre que les coefficients sont tous nuls, auquel cas ce sera libre. Certains ont précisé que ici, F0 et F1, donc ici, il faut que je change le c'est F0 et F1, c'est pas F1 et F2, sont échelonnés en degrés, auquel cas, dans l'ensemble des polynômes, on aurait une famille libre, mais ça reste vrai dans l'ensemble des fonctions C1, puisque C1 de R dans R contient l'ensemble des fonctions polynomiales. Donc effectivement, échelonnés en degrés, ceux qui ont précisé ainsi ont eu raison et peuvent ainsi affirmer que c'est une famille libre. Donc famille libre, donc la dimension de G égale 2. Voilà donc pour cette première question, première partie de la question. Alors pour la question petit b, nous devons montrer par analyse synthèse que E s'écrit comme la somme directe de f et g, c'est-à-dire que f et g sont supplémentaires dans E. C'est la même chose. Donc ici, l'analyse c'est toujours la même, hein. On prend un élément de E et on l'écrit comme somme d'un élément de f plus un élément de g. Donc là, le début est toujours le même. Ici, comme c'est des fonctions, on choisit ce type de notation, hein. F, G et H. Ensuite, comme G appartient à grand G, il s'écrit comme combinaison linéaire de, de F0 et F1. Et que G égale F0, lambda F0 plus mu F1. Voilà. C'est-à-dire que quel que soit x appartenant à R, g de x égale lambda f0 de x, c'est-à-dire fois 1, plus mu f1 de x, c'est-à-dire mu fois x. Ici, on a la fonction affine suivante. Voilà. Donc, on remplace. Ensuite, h0, c'est f0 plus la mu de 0, ça fera 0, donc plus lambda. Or, ceci est égal à 0, car f appartient à grand F. Donc f0. Voilà. Donc on a lambda qui est égal à h0. Ensuite, h' en 0, c'est f' en 0 plus mu, puisque la dérivée de g, c'est mu. Donc évalué en 0, ça fera mu aussi. Donc mu égale h' de 0. Donc g de x, c'est h0 plus h'0 fois x. Et f égale h
moins G. Unicité, d'où l'unicité de la décomposition. Unicité de la décomposition. Donc on a montré que F était en somme directe avec G. Alors maintenant, la synthèse. On va utiliser ce qu'on a fait en analyse. On a le fait que, donc on prend soit H appartenant à E, on pose G de X où G égale H0 plus H'0, ce qu'on a trouvé, hein, H0 plus H'0 de X, et F égale H moins G, ce qu'on a trouvé précédemment. Ici, on a bien que G, comme il s'écrit comme combinaison linéaire, j'aurais dû marquer comme ça, il est comme combinaison linéaire de F0 et F1 appartient à un grand G. Et F de 0 égale H de 0 moins G de 0. Or, G de 0, ça fait H de 0. Donc, ça fait 0. Et F' de 0, c'est H' de 0 moins G' de 0. Or, G' de X, c'est simplement ceci, puisque la dérivée de F0 est nulle, et la dérivée de F1, c'est 1. La dérivée de X, c'est 1. Donc, on se retrouve avec juste H' de 0. Pardon. Donc, ça fait 0. Donc, on a F appartient à grand F. D'où la décomposition. On sait que cette décomposition et on a ici G égale F plus G. Donc, on a bien que la somme ici est bien égale à E. Ils sont supplémentaires. Donc, on a montré le petit b. Maintenant, nous allons passer à la question 2. Alors, pour la question 2, je me contenterai de faire des commentaires, du corrigé, puisque c'est quand même un élément de cours, hein, donc on ne va pas refaire encore alors que j'avais fait l'élément de cours. Ici, vous avez F qui est défini ainsi, G qui est défini ainsi. Ils sont engendrés par des familles qui sont échelonnées en degrés. C'est ce que j'ai marqué là. Donc, elles sont libres. Donc, les dimensions, c'est évident, hein, c'est le cardinal de la famille à chaque fois. Hein, donc, cardinal 2 pour cette famille. Donc, la dimension de F, c'est le cardinal de la famille qui est là. Donc, c'est 2. Pareil pour G. Alors, ensuite, H, comme c'est l'ensemble des polynômes constants, c'est engendré par le polynôme égal à 1. Donc, engendré par 1 est non nul, donc la dimension c'est bien 1, il n'y a pas de souci. Alors, comme 1 appartient à G, on a H qui est inclus dans G. Donc, j'aurais dû mettre une virgule dans corriger. En troisième point, j'ai préféré commencer par montrer que la famille formée de 1, la famille génératrice de H, et puis ces deux polynômes qui génèrent F, forment une base de E, l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Donc pour ça, donc je prends 1, ce polynôme et ce polynôme, cette famille formée de ces trois polynômes, est échelonnée en degrés, donc libre. Comme le cardinal c'est 3 et que la dimension de RE, de E, de R2 crochet X est 3, c'est aussi générateur, et donc on a une famille qui est une base de E. Alors à partir du moment où il y a une base, quand je prends un vecte de une partie et vecte de l'autre partie, c'est forcément des complémentaires, des supplémentaires, pardon. Attention, c'est surtout pas des complémentaires, des supplémentaires. Donc E est bien en somme directe avec ces deux espaces vectoriels. Or là, on reconnaît H et ici, on reconnaît F. Donc, on a bien que H et F sont deux supplémentaires, ce qui était la question B. Hein. J'ai fait question A et B en même temps. Hein. On a enfin, bien sûr, l'intersection qui est réduite à 0 de E, enfin un singleton 0 de E, puisque ils sont supplémentaires. Hein. Donc l'intersection, comme ça en somme directe, c'est ceci. Donc on a déjà déterminé, on doit déterminer les intersections 2 à 2, on a fait celle de F et H.
Alors, pour F inter G, ici, F plus G est généré par la concaténation des deux familles, donc celle-ci et celle-ci. Donc ici, on a une famille de 4 vecteurs qui contient celle où j'ai, si je prends une sous-famille, hein, donc vect, qui contient l'espace vectoriel engendré par une sous-famille de celle-ci, hein, ça c'est une propriété que l'on a vue, hein, comme cette famille contient celle-là, on a l'inclusion qui est là. Or, celui-ci, c'est déjà E. Or, donc ceci c'est inclus dans E, et ça contient E, donc on a égalité. Par la formule de Grassmann, on trouve la dimension de l'intersection, c'est 1. Il suffit de trouver un polynôme qui soit commun à f et g. Or, comme le deuxième polynôme de g s'écrit comme combinaison linéaire de deux polynômes de f, ce deuxième polynôme appartient aussi à f, puisqu'il s'écrit comme combinaison linéaire de deux éléments de f. Donc il appartient à f inter g, donc on a fini, on a trouvé f inter g. Alors bien évidemment, puisque f inter g est de dimension 1, alors là, il faut que je change. Non, c'est bon, f inter g est de dimension 1. On a que f et g ne peuvent pas être supplémentaires. Voilà. Donc, pour ce qui est de petit b, on vous demande quels sont les supplémentaires possibles. On a trouvé simplement f et h, puisque f et g ne peuvent pas l'être. Et comme g contient h, ils ne sont forcément pas supplémentaires non plus. Donc, les deux seuls à être supplémentaires sont f et h. Il y avait 3 options possibles. On a trouvé la seule possible. Alors maintenant, on va passer à la question 3. Alors, l'énoncé est le suivant, hein. On a deux ampoules. Une chance sur deux qu'une ampoule grille entre un instant et le suivant. Et les événements suivants, c'est-à-dire que AN, c'est aucune ampoule allumée à l'instant N, BN, une ampoule allumée à l'instant N, et CN, deux ampoules allumées à l'instant N. Donc à partir de là, la première question c'était déterminer probabilité de Cn plus 1, c'est-à-dire que les deux ampoules soient allumées à l'instant N plus 1, sachant qu'elles étaient allumées à l'instant N. C'est-à-dire qu'ici, on a 1 demi fois 1 demi, parce qu'il y a indépendance, c'est la première ampoule reste allumée, ou ne grille pas, Ceci, la deuxième, ne grille pas, et le produit, on justifie en disant ces deux événements, ces deux événements sont indépendants. Voilà, sont indépendants. On l'écrit en toutes lettres, hein, pas d'abréviation. Donc, on fait le produit des probabilités. À partir du moment où les événements sont indépendants, on effectue le produit des probabilités et on obtient un quart. Alors, pour la probabilité Bn plus 1, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule ampoule, c'est la probabilité d'avoir la première ampoule qui reste allumée. C'est-à-dire que ici, vous faites le produit des probas. La première ampoule grille, par exemple, et la deuxième ne grille pas, plus ici l'inverse. Alors ici, comme les événements sont toujours indépendants, on a encore le produit. Donc produit toujours quart indépendant. Voilà. Les deux événements sont indépendants, donc produit. Donc là, on obtient un demi. Voilà. Alors on justifie, hein, on écrit un peu mieux que ce que j'ai fait là, hein, bien sûr, c'est pas très propre. Mais voilà le principe. Alors pour la question de petit b, on vous demande de déterminer toutes les probas. Elles sont assez faciles à déterminer, puisque, alors déjà je vais vous écrire ce qu'on vient de découvrir. Hein. Donc les deux qu'on vient de déterminer. Ensuite, quelle est la probabilité alors il y en a qui sont évidents. Notamment, comment avoir, par exemple, deux ampoules qui s'allument à l'instant n plus 1 alors que les deux ont déjà grillé. Donc ça, c'est impossible. Pareil, qu'il n'y en ait qu'une qui s'allume, une ampoule s'allume, sachant que les deux sont déjà grillées et les deux sont déjà éteintes. C'est impossible.
Ensuite, il y en a un troisième qui est évident, c'est celui-ci. Il y en a une qui a grillé, on ne pourra plus jamais en avoir deux qui s'allument. Donc ceci, c'est évident. Ensuite, là, dans l'univers, ah, j'ai oublié, c'est que des n plus 1. Ah oui, j'ai inversé. Non, non, c'est bon, pardon, excusez-moi. C'est là où je m'étais trompé. Hop, c'est n plus 1 et n plus 1. Voilà. Donc ici, autre résultat évident, c'est celui-ci, puisque dans l'univers Cn, on doit avoir une somme égale à 1. Donc ici, il ne reste plus qu'un quart. Et de toute façon, il faudrait que les deux ampoules grillent de l'instant n à l'instant n plus 1, même remarque que tout à l'heure, 1 demi fois 1 demi. Donc ici, on en a déjà une qui est grillée, celle-ci, elle ne bougera plus, donc ça ne dépend que du cas de celle qui est allumée, et une chance sur deux qu'elle grille pas, et une chance sur deux qu'elle grille. Somme égale à 1 demi. Et ici, forcément, il y a une probabilité certaine, à partir du moment où les deux ampoules ont grillé, elles sont toujours grillées, hein. Et donc, à l'instant n plus 1, elles sont toujours toutes les deux éteintes. J'ai aucune ampoule allumée. Donc 1 ici. C'est aussi sous cette forme-là, hein, AN, BN, CN. On voit qu'on est en train de créer un système complet. Et là, AN plus 1. AN plus 1, c'est 1. Là, il n'y a pas besoin de mettre les deux autres. Là, BN, alors on a CN qui vaut 0. CN sachant, alors CN plus 1 sachant BN 0. Et ici, 1 demi, 1 demi. Voilà. Et on reconnaît de toute façon un système. Alors ici, 1 quart, 1 demi, Bn plus 1, Cn plus 1 et An plus 1. Voilà ce que l'on obtient. Ici, si on veut An plus 1, il faut d'abord signaler que l'on a un système complet, An, Bn, Cn, système complet. Voilà, l'événement. Donc, formule de probabilité totale, tac, 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 il faut l'écrire en toutes lettres. Il faut écrire P de n plus 1 égale et écrire la formule, c'est-à-dire c'est AN, c'est P de n, pardon. P de n, ici c'est AN, et il ne faut pas écrire AN, hein, il faut écrire P de AN, et après on remplacera par AN fois 1, plus, et puis on fait pareil, hein, alors pas fois 1, pareil, excusez-moi, même remarque, c'est ceci. Voilà. Donc ça fera ici fois 1, plus, etc. On marque avec BN, etc. Ceci. Il faut écrire la formule, hein, complètement. Ceci, formule de probabilité totale, ça, et après écrire. Ici, donc on obtiendra ceci. C'est cette branche, et cette branche-là, N plus 1. Voilà. Donc on fait pareil pour Bn plus 1. On obtiendra cette branche et celle-ci. Donc 1 demi de Bn, 1 demi de Bn et 1 demi de Cn. Et pour Cn plus 1, c'est juste celle-ci, 1 quart de Cn. Donc là, on remarque déjà qu'on a une suite géométrique, hein. Donc Cn, c'est 1 quart puissance n, c'est 0, et c'est 0, c'est 1. Donc là, on n'avait pas besoin d'aller jusqu'au bout pour trouver ce résultat. Cn, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on constate aussi? C'est que An plus 1, Bn plus 1, Cn plus 1, c'est, et on a la matrice qui nous est proposée dans l'énoncé. Voilà, fois An, Bn, Cn. Donc ça, c'est la matrice que j'ai notée Quentin. Ensuite, on nous demandait, donc ça c'était le petit c, hein, on nous demandait, je l'ai pas sous les yeux, le rang de... Ah oui, donc on passait à l'étude de la matrice Quanta pour trouver les A puissance n, puisque là on va trouver, comme on a UN ici, alors je ne sais plus, oui j'avais noté grand UN. Voilà. On montre par récurrence que UN égale A puissance n U0. Alors je l'ai fait dans tellement de vidéos que je ne le referai pas. Il ne reste plus qu'à m'en trouver A puissance n.
pour ça, c'est la méthode classique qui consiste à faire un changement de base et d'obtenir une matrice diagonale dans une nouvelle base. Cette méthode, vous la verrez l'année prochaine pour ce qui est de la méthode générale qui permet de construire justement cette nouvelle base. Là, cette année, on est obligé de vous la donner. Et donc, on a une famille qui est celle-ci. Donc, cette famille, c'est celle-ci, famille constituée de U, V, W, qu'on notera grand F. Si je fais le déterminant de U, V, W, comme c'est une matrice triangulaire sub, j'ai juste à faire 1 fois 1 fois 1, donc ça nous fait 1. Donc, forcément différentes zéros. Donc, on a bien une base, puisque le déterminant est non nul. Donc, grand F, base, c'est plus simple que ce que j'ai fait dans le corrigé. Mais c'était pour changer un peu. Alors ensuite, pour trouver P-1 égale, vous faites P. Alors P, c'est la matrice qui est là. Enfin, ça, c'est un déterminant parce que j'ai mis des barres verticales. Si je mets des parenthèses, c'est la matrice P. Je fais P fois P-1, la matrice qui est suggérée. Je trouverai 3. Donc P-1 est égal la matrice qui nous est suggérée. Ensuite, quand on vous demande, donc on a la matrice A qui est ici, et on vous demande la matrice, la même matrice, enfin la matrice équivalente dans la base qui est là. Donc ici, on est obligé de faire A, le changement de base, P-1, P, puisque ça, c'est la matrice dans B. Ça, c'est la matrice de passage de B vers F. Donc c'est P. Oui, non, c'est P, pardon. Et ici, c'est la matrice de F vers B. Voilà, donc P-1. Voilà. Et on trouve une matrice diagonale. C'est matrice D, diagonale, avec 1, 1 demi, 1 quart. Voilà. Alors on montre ainsi que A, c'est P fois D fois P-1. On fait le calcul. Si je fais A puissance n, ben, j'ai juste ça, donc on l'écrit. Voilà, on écrit comme ça. Hop, on dit que là c'est I3. Et donc il reste au milieu D puissance n. Voilà. D puissance n, c'est ça. Voilà. Et c'est fini, on n'a plus qu'à faire ce calcul hein, avec la matrice P et la matrice P-1 qu'on a dans l'énoncé. C'est fini. Et donc on trouve l'expression. Comme au départ on nous dit que les deux ampoules sont allumées, on a petit a0 qui vaut 0, petit b0 qui vaut 0 et petit c0 qui vaut 1. Donc le u0, c'est ça. A puissance n, on l'aura trouvé grâce à ce calcul. Et donc on va se retrouver avec la dernière colonne de A puissance n. Et vérifiez qu'à la fin, vous avez bien la somme ici qui vaut 1, puisque c'est la somme AN plus BN plus CN. Donc d'ailleurs, vous pouvez vérifier qu'à chaque fois, toutes les colonnes valent 1. Toutes les sommes ça, c'est caractéristique des chaînes de Markov, c'est-à-dire des situations comme ça où vous avez une matrice associée dans le cadre de probabilité successive avec des rangs n comme ça. Donc ça, c'est extrêmement courant. Donc ici, on ne va pas aller jusqu'au bout, hein, vous avez compris, hein, il y a des choses, on les a tellement faites, hein, je n'ai pas envie de les refaire. On va passer au petit 4 sur les formules de Taylor reste intégrale. Alors si on applique Taylor avec reste intégrale à cosinus x, à la fonction cosinus, on obtient cosinus, si on l'applique en 0, le tri en 0 pour cosinus, ça nous donne cosinus de 0 plus cosinus prime de 0 fois x moins 0 plus cosinus seconde de 0 fois x moins 0 au carré sur 2 factoriel, donc sur 2. Voilà. Plus l'intégrale entre 0 et x des dérivées tierces, dérivée troisième de cosinus, c'est la formule, hein, de t, sur 2 factoriel, donc 2, fois x moins t à la puissance 2 dt. Voilà ce que l'on obtient. Donc ensuite, la cosinus 0 c'est 1,
Cosinus prime de 0, c'est sinus, moins sinus en 0, donc c'est 0. Cosinus seconde, donc là on obtient moins sinus, donc moins cosinus de 0, c'est-à-dire moins 1 sur 2x2. Et ici, la dérivée troisième, comme on a moins sinus pour la dérivée seconde, moins cosinus pardon, pour la dérivée seconde, la dérivée troisième, moins par moins, ça fera plus sinus. Donc l'intégrale de 0 à x de sinus de t sur 2, facteur de 1 moins t dt. Voilà. Alors si on l'avait été jusqu'à l'ordre 4, on devait rajouter la dérivée troisième, c'était moins sinus, plus sinus, pardon, de 0, ça faisait 0, et la dérivée quatrième, ce sera plus cosinus. On retombe sur le premier. Donc on obtient ceci. Plus cosinus en 0, ça fera 1, sur 4 factoriel, voilà, et x4, plus le reste, qui sera la dérivée cinquième, c'est-à-dire la dérivée première de cosinus, c'est-à-dire sinus de t, moins sinus, pardon, parce que la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, sur 4 factoriel, toujours, et toujours à la puissance 4, pour sous la, voilà, 4, pardon, je viens de le dire en plus. Alors maintenant, on va étudier le signe. Si x appartient à 0π, à ce moment-là, ceci, quel que soit t appartenant à 0x, on a, qui est inclus dans 0π, on a le sinus qui est positif, voilà. Or ça, c'est puissance 2, j'ai oublié le carré. Donc, sinus t sur 2 x moins t carré est positif. Et par positivité, alors là on parle de positivité, hein, ça c'est le premier, par positivité de l'intégrale, voilà. Sinon croissance ça marche aussi, hein, parce que par croissance j'intègre ici, là ça fera toujours 0. Donc si vous mettez par croissance de l'intégrale, ça reste vrai, et croissance de l'intégrale, ça marche toujours quand on a une inégalité entre deux fonctions. Donc peut-être retenez que croissance de l'intégrale, positivité, ça signifie autre chose aussi, que l'on verra quand on fera les espaces euclidiens. Donc ici on a ceci, intégrale 2, vous recopiez tout, positif, donc forcément ça c'est plus petit que ça. Puisque ça c'est quelque chose, ça plus quelque chose de positif donne ça, donc le cosinus de x supérieur ou égal à, voilà. Il dit, ici on fait le même raisonnement, tac, donc ça c'est positif, positivité de l'intégrale, ceci positif, comme c'est moins, j'enlève quelque chose de positif à ça, je tombe sur cosinus, donc cosinus x inférieur ou égal à ceci. Alors une fois qu'on a fait ça, par parité des fonctions, donc de cosinus, celle-ci et celle-ci, et on a une symétrie par rapport à x, symétrie, c'est plus rapide, hein. Sinon on peut refaire comme dans le corrigé, hein, symétrie par rapport à OX des représentations graphiques, donc idem sur moins pi 0. Voilà. Vous pourriez écrire quel que soit x appartenant à moins pi pi et réécrire les inégalités qu'il y a dans l'énoncé. Alors pour la question B, on a encore le Taylor reste intégral et on nous demande de l'appliquer entre 0 et 1. Donc le tri entre 0, 1 de la fonction suivante. Voilà. Hein, une flèche comme ça. Voilà. Alors il nous faut, ça on va la noter f. On dérive une première fois.
ln de u, c'est u'. Il y en a qui oublient encore le 2x ici sur u. La dérivée seconde, c'est u sur v, donc u', v. Et là, il va falloir, pour ceux qui ont encore du mal, s'entraîner à faire des dérivées pendant les vacances, hein, ça c'est indispensable. U', moins u, v', dérivée de ça, sur ça carré, et on obtient, après simplification, l'expression, donc ça fera 2 moins 4x carré, donc 2 facteur de 1 moins x carré. Voilà. Voilà. Alors maintenant, on applique le théorème. Donc on a f de x égale, ou f de 1, on peut l'appliquer directement, hein, est égal à f de 0 plus f' de 0 facteur de 1 moins 0, hein, j'ai remplacé x par 1 et a par 0, plus l'intégrale entre 0 et 1, x par 1. La dérivée seconde ici, en t, donc ça fait 2 facteurs de 1 moins t carré, sur 1 plus t carré au carré, fois l'x c'est 1, moins t, puissance 1, puisqu'on l'applique pour n égale 1, dt. Voilà. Donc l'expression, ici f' de 0, c'est égal à 0, ici c'est 0, ici le 2, je peux le sortir, et donc j'ai cette intégrale qui est égale à f de 1 qui est égale à ln de 2. Donc ln de 2 sur 2 est égal à ceci, ce qui était demandé. Voilà, dans la question, c'était ce qui était demandé. Donc, il y a juste à voir que là, ça, c'est 1 plus t facteur de 1 moins t. Donc avec celui-là, ça fera 1 moins t carré. Donc je vais pouvoir remplacer. Voilà. C'est la seule chose qu'il y avait à voir. On va passer à la question 5, donc, qui est l'utilisation du théorème de Riemann. Donc ici, on a une première étude d'une suite xn définie ainsi. Et ici, en factorisant par 1 sur n, on obtient cette expression, et donc tout à fait ce que l'on doit appliquer pour les sommes de Riemann. Avec, ici, on reconnaît f de k sur n, si on pose f ceci. Pour pouvoir appliquer le théorème de Riemann, il faut préciser que f est continu. Alors on pourrait dire défini et continu sur 0,1. Si vous dites continu, c'est léger, mais ça suffira. Mais défini continu, c'est encore mieux. Donc, théorème de Riemann, vous avez xn qui tend vers l'intégrale entre 0 et 1 de f de t dt. Là, on a une IPP à faire. On cherche une primitive de ceci pour pouvoir dériver le polynôme. Comme ça, on supprime le polynôme, puisque il est de degré 1. Si on dérive une fois, on va obtenir 1, donc on n'aura plus de polynôme. Donc ici, on a simplement une primitive de sinus pi x, c'est moins cosinus pi x. Alors attention, si vous dérivez cosinus u, il y a un u' qui apparaît, donc un pi. Pour que, comme il n'y en a pas ici, on est obligé de mettre sur pi. Donc en dérivant, il y aura pi sur pi, donc 1, et on retombera là-dessus. Sinus, parce que la dérivée de ça, c'est pi. Entre 0 et 1, moins l'intégrale, et là je dérive cette fois-ci x, et toujours une primitive de ceci, que j'ai choisi celle-là, donc moins par moins plus, cosinus de pi x sur pi dx. Voilà. Là j'obtiens la valeur en 1, cosinus en 1 ça fait cosinus de pi c'est moins 1, fois moins 1 donc plus 1, 1 sur pi. Et ici, je vais avoir une primitive qui est sinus de pi x sur pi carré entre 0 et 1. Or, en 0, sinus 0 c'est 0, et en 1, sinus pi c'est 0, donc ça fait 0, donc ça fait 1 sur pi. Donc on a xn qui tend vers 1 sur pi. Alors pour le deuxième, cette fois-ci, c'était trouver un équivalent. Alors c'était trouver un équivalent de y défini ainsi. Alors on voit bien que par exemple pour
alpha égale à 0, on fait des sommes de 1, c'est égal à n, ce sera équivalent à n, yn, puisque c'est égal à n. Et donc ça tend vers plus infini. Puis si alpha est plus grand que 0, c'est encore plus évident. Mais on trouve que pour des cas particuliers. Alors pour le cadre général, ce que l'on fait, c'est que je factorise par n puissance alpha plus 1. Le n puissance 1, c'est 1 sur, ça, pour compenser 1 sur n. Et n puissance alpha, c'est celui-ci. Donc ça et ça, c'est la même chose. Enfin, tout ça et tout ça, c'est la même chose. Et là, je reconnais, cette fois-ci, la possibilité d'utiliser le théorème de Riemann. Donc Zn, puisque la fonction f de x égale x puissance alpha et continue sur 0,1, et il faut bien préciser, j'ai le droit de dire que Zn, ça va tendre vers ça. Et il faut tout bien rédiger comme dans le corrigé. Ici, une primitive de x puissance alpha, c'est ceci, et donc j'obtiens 1 sur alpha. Donc Zn tend vers 1 sur alpha plus 1. Zn tend vers 1 sur alpha plus 1, donc Yn, c'est équivalent à n puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1. Voilà, en plus infini. Voilà. Donc, j'étais un peu vite, hein, mais vous avez compris le principe. Maintenant, pour la question d'après, la question 6, c'était une suite définie par une intégrale. Alors ici, pour le petit a, il fallait montrer que la suite définie ainsi était décroissante minorée. Et donc, j'ai choisi une autre option qui est plus efficace. Je prends soit x appartenant à 0, 1, auquel cas, alors je peux l'écrire comme ça, c'est encore mieux. Et puis ici, faire l'étude, et après je passerai à l'intégrale. Donc ici, on a ceci. Voilà. Ensuite, j'applique 1 moins x, qui est décroissante, donc je vais changer le sens d'inégalité. Donc j'ai 1 moins x qui va être compris entre 1 et x. J'ai mis l'image de 0 ici et l'image de 1 ici. Enfin, 1 moins x, on comprend bien que si x est compris entre 0 et 1, c'est bien aussi entre 0 et 1. Donc ensuite, ceci croissante sur R+, donc on peut mettre à la puissance n. Non, pas du tout, excusez-moi. Je multiplie ici par 1 moins x puissance n, qui est positif. Et donc ça me fera ceci. Voilà. Je multiplie par exponentielle x. Je divise par n factoriel. Ou bien je dis, or, n plus 1, 1 sur n plus 1 factoriel inférieur ou égal à 1 sur n factoriel. Donc j'ai le droit de faire produit des inégalités. Donc ici 0. Voilà. Comme ça, je suis un peu plus rigoureux, un peu plus efficace. Voilà. Et ensuite, on a montré ceci. Donc deuxième point, par croissance de l'intégrale, on a, en intégrant sur 0,1, comme on a montré que c'était vrai sur 0,1, on a le droit d'intégrer sur 0,1, on a ceci, voilà, et on écrit 1, et donc ça entraîne ceci. Voilà. Or, donc, Jn décroissante minorée, théorème de la limite monotone, elle converge. Attention, vous ne dites surtout pas qu'elle converge vers 0. Dites juste qu'elle converge. Pour montrer qu'elle converge vers 0, on peut tout simplement dire que 1 moins x puissance n inférieur ou égal à 1. Donc, voilà, c'est le plus rapide, c'est pareil. Hein, on avait ceci. Hein, ça c'est vrai puisque, voilà. Et ici, ça reste inférieur à 1, puisque à la puissance n, voilà.
Donc ça entraîne, si je multiplie par e de x, ceci, et que je divise par 1 sur n, factoriel, j'obtiens ceci, e de x sur n factoriel. Ensuite, par croissance de l'intégrale, même chose. Par croissance de l'intégrale, on intègre, ça fait 0, jn, et ici, l'intégrale de ceci entre 0 et 1. Une primitive de x, c'est e de x. Donc ça fera e de 1 moins e de 0. Et le n factoriel, je le sors. Voilà. Or, ça tend vers 0. Donc jn tend vers 0. Théorème de gendarme. Voilà comment procéder. C'est mieux que ce que j'ai fait dans le corrigé. Je vais peut-être le changer. Je vais voir. On va en rajouter cette méthode peut-être un peu plus efficace. Voilà. Alors, on passe à la question d'après. La question petit a était donc très longue et rapportait d'ailleurs beaucoup de points. On doit trouver une formule de récurrence entre Jn et Jn plus 1. Donc extrêmement courant, on utilise toujours l'IPP. Alors Jn étant égal à ceci, IPP, je vais devoir intégrer ceci pour pouvoir avoir du n plus 1. Donc ici, comme j'ai un moins x devant, il me manque un u' devant, donc un moins 1. Donc c'est moins ceci. Donc là, j'ai u', u puissance n. Donc une primitive, c'est u puissance n plus 1, donc avec le moins qui reste ici, sur n plus 1 fois n plus 1 factoriel. N plus 1 fois n plus 1 factoriel, ça fait n plus 1 factoriel. E de x entre 0 et 1. Et là, le moins par moins, plus, et il faut que je dérive e de x, ça nous fait e de x. Voilà, c'est ça. Voilà. Ici, je reconnais Jn plus 1. Et là, en 1, ça fait 0. Moins la valeur en 0. Avec le moins par moins, ça saute. Et on obtient ceci. La valeur en 0, ça fait 1. Et ça fait e puissance 0, c'est 1. Voilà. Donc on obtient bien la formule qui était demandée. Je passe sur la question petit c. Hein, on vous demande de trouver I1. I1 grâce à J1, pardon. J1 grâce à cette formule, c'est J1 c'est J0 moins 1 sur 1 factoriel. Voilà. J0, elle est facile à calculer puisque ça nous fait e de x primitive. Voilà. Et après calcul, ça nous donne ceci. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, non, je confonds avec l'exercice, pas du tout, pardon, excusez-moi. On ne vous demandait pas ça, c'était question d'après, Jn égale à E moins... Voilà. Alors comme dans le corrigé, vous avez la méthode avec ceci, hein, et le télescopage, ici, et que j'ai déjà fait au tableau ce matin, je vais faire la méthode par récurrence. Donc ici, Pn, P0, c'est J0. J0, c'est égal à intégrale entre 0 et 1 de 1 sur 0 factoriel e de x dx. Donc ça me fera e moins 1. Et e moins somme de k égale 0 jusqu'à 0 et 1 sur k factoriel. Ça nous fait e moins 1 aussi. Et voilà. Donc on a bien ça égale ça. Donc ça égale ceci. Donc P0, vraie initialisation. Ensuite, soit n appartenant à grand N, supposons Pn vrai. Donc ici, on a Jn plus 1 qui est égal à Jn moins 1 sur n plus 1 factoriel. Jn, c'est ceci. Voilà, moins 1 sur n plus 1 factoriel est égal à E moins, voilà. Donc, k factoriel, voilà. Donc, mon âme montré par récurrence, etc.
Maintenant qu'on a ceci comme ça tend vers 0, ça tend vers 0, donc E tend vers ça. Ça tend vers E. Voilà. On en a fini avec ce premier exercice. On passe à l'exercice 2, qui est une fonction définie par une intégrale. Donc, alors la fonction est définie de cette façon-là pour x strictement supérieur à 1. Et donc on veut montrer que f est bien défini pour, sur i, qui est l'ensemble des réels strictement supérieurs à 1. Donc soit x appartenant à i, on a x carré, l'intervalle, comme x carré est plus grand que x. Voilà. Donc ici, ceci est inclus dans i. Or, 1 moins t strictement supérieur à 0 sur x carré et ln de t strictement positif sur, voilà. Donc on peut intégrer et la fonction qui est là est bien définie continue. Alors parce qu'il faut intégrer les fonctions continues pour que ce soit existe. Donc là, j'ai jamais eu la bonne façon de rédiger parce qu'il faut que la fonction existe, mais qu'en plus elle soit continue pour pouvoir intégrer pour votre programme à vous. Donc ici, continue, défini et continue. Défini et continue sur x carré inclus dans i. Voilà. Donc, quand f existe. Voilà. Quand f défini sur i. Alors maintenant qu'on a montré que grand f était défini sur i, on va pouvoir maintenant l'utiliser et déterminer sa dérivée. Donc soit j'ai une primitive de cette fonction sur i. À ce moment-là, on a quel que soit x appartenant à i, quand f de x égale g de x carré plus moins g de x. Voilà. Ensuite, si on dérivée d'une composée, hein, vous n'écrivez pas, parce qu'il y en a qui m'ont écrit la prime comme ça, et la fois d'après, ils ont rajouté la dérivée devant. Non. Et ceux qui écrivent comme ça, c'est un peu discutable. Donc, il vaut mieux éviter cette. Parce que certains collègues sont un peu à cheval, ils ont raison, hein, pas toujours, mais là, en l'occurrence, oui. Donc, écrivez directement hein, ceci. Ici, vous remplacez. Donc, G', ben, je remplace, comme on a une primitive de ça, la dérivée. C'est exactement ça, et je remplace t par x carré. Il y en a qui n'ont pas pensé que ln de x carré, c'était 2 ln de x. Donc, les deux vont s'éliminer. Et ici, 1 sur x moins 1 ln de x. Alors, n'oubliez pas que ici, x carré moins 1, c'est x moins 1 facteur de x plus 1. Auquel cas, quand on veut un dénominateur commun, il faut penser que le dénominateur commun, il suffira simplement ici de multiplier en haut et en bas par x plus 1. Comme ça, on aura la même chose là et là. Donc ça nous fait x moins x plus 1, et puis le dénominateur qui est là. Et on obtient moins 1 sur le dénominateur, donc exactement le résultat qui était donné, demandé dans la question. Pour la dérivée, on avait obtenu donc ceci. Donc lorsqu'on étudie le signe, on étudie le signe de chacun des facteurs. Le premier facteur est strictement positif. Le deuxième facteur, comme x est supérieur à 1, avec le ln croissant, c'est strictement positif. Donc le quotient, comme il y a un moins 1 ici, ça nous fait une dérivée strictement négative. Donc f strictement décroissante, strictement décroissante, théorème de la limite monotone, mf
admet une limite aux bornes. Alors il y en a plusieurs, donc en 1 et plus l'infini. Vous pouvez mettre un plus si vous voulez. Voilà, et donc l'objectif des questions 4, là c'est la question 4. L'objectif de la question 5, ce sera de trouver la limite en 1, et la question 6, la limite de la fonction en plus infini. Alors, pour la fonction, pour la limite en 1, on a une première question qui consiste à déterminer la fonction g de x définie comme ceci. Voilà. Donc là, on cherche juste une primitive, vous regardez corriger, et donc on obtient ceci. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Hein. Ensuite, pour la question petit b, on va essayer de montrer que g, en gros, minore, alors c'est grand G de x, que g est plus petite que f. Or, en 1, cette fonction, comme on va avoir en 1 plus, ça va tendre vers 0 plus, 1 sur 0 plus, ça va tendre vers plus infini. Donc cette fonction, quand x tend vers 1 plus, on trouve, voilà. Et l'objectif maintenant est de montrer que g de x est plus petit que f de x. Or, on a une propriété, c'est que ceci est toujours plus grand que ln de t. Alors j'ai fait une méthode par étude de fonction dans le corrigé. Il y en a qui se sont dit, ben, on va utiliser la formule de Taylor reste intégrale. Donc ln de t, c'est égal à ln de 1 plus ln' de 1 facteur de x de t moins 1. Voilà, je l'applique en t. Voilà. Je regarde quand même si... Oui, c'est ça, avec t comme variable. Et donc après le dernier, c'est l'intégrale entre 0 et t. Alors là maintenant, c'est x qui est t et t qui est x. Hein, c'est un peu dommage, mais voilà, c'est comme ça. Dérivée seconde. Voilà. Et ici, t moins x dx. Voilà. Donc j'ai inversé les deux variables, hein, puisque dans la question, c'était t ici. Donc ici, la dérivée seconde de ln de x, c'est moins 1 sur x carré. Donc ici, on peut remplacer moins sur x carré. Voilà. Et ceci, c'est 1 sur x, donc ça vaut 1, et ça vaut 0. Donc on obtient ça qui est positif. Donc, si j'enlève quelque chose de positif à ça, qui était moins 1, hein, puisque ça c'est 1. Donc t moins 1 supérieur ou égal à ln de t. Donc vous voyez, avec le tri, on peut aller un peu plus vite qu'avec l'étude de fonction, peut-être. Alors vous choisissez ce que vous préférez. Donc, on a montré une inégalité. Comme on a cette inégalité, on peut multiplier par t-1 qui est positif. t-1 positif, donc on obtient 1 moins t moins 1 carré supérieur ou égal à 1 moins t ln de t. Ensuite, on prend la fonction inverse, qui est décroissante sur r plus étoile. Donc là, comme tout ça c'est positif, on peut strictement, voilà, si t appartient à i, on va mettre, voilà, inférieur ou égal, voilà, à ceci, positif, voilà. Ensuite, oui, parce que comme on prend, c'est à l'image dans R plus étoile aussi, hein, la fonction 1 sur t, on reste sur R plus étoile. Et ici, soit x appartenant à i, alors on intègre sur x carré qui est inclus dans i, donc on a le droit de le faire puisque ici, voilà. Et on obtient ici 0 quand on intègre, ici g de x, et ici on obtient f de x. Alors il faut écrire l'intermédiaire, hein, comme dans le corrigé. Ça tend vers plus l'infini. Théorème de comparaison, grand f de x tend vers plus l'infini, comme c'est dans le corrigé. Alors pour la question 6, cette fois-ci c'est l'étude en plus l'infini. Donc l'étude en plus l'infini, on va essayer cette fois-ci
d'encadrer f entre deux fonctions qui tendent vers ln de 2. Et ainsi, on aura montré que la limite de grand f de x est ln de 2. Donc, c'est le théorème des gendarmes. Pour ça, on a des petites questions intermédiaires. Donc, on pose alpha n égale 1 sur 1 plus 1 sur n. Ici, on a un premier calcul qui est que ceci, voilà. Alors l'idée d'avoir étudié ça, voilà, vous l'aurez corrigé, hein, ça vous comprendrez bien, c'est que en plus l'infini, t-1 et t, c'est à peu près pareil. Donc ces deux fonctions, elles valent quasiment la même chose que ça. Or, x tend vers plus l'infini, donc on est bien sur un intervalle qui va vraiment vers plus l'infini. Donc ça et ça étant à peu près pareil, ben, leur intégrale, ce sera la même chose. Voilà. Et on aura ln de 2. Ça, c'est l'idée, grosso modo. Alors, pour montrer tout ça, on commence par résoudre ceci supérieur ou égal à alpha n t. Alors, on voit que comme alpha n est un peu plus petit que 1, il y a forcément un moment où celui-là va devenir plus petit que celui-ci, parce que celui-là va moins vite que t. T est quelque chose d'un plus petit que 1 fois t, ça va moins vite vers plus infini. Donc normalement, alors après résolution, vous aurez corrigé, on a ceci. Donc Jn, c'est n plus 1 plus infini. Voilà. Donc sur Jn, on a cette inégalité. Voilà. Or, il y a une inégalité qui est évidente, c'est celle-ci. Donc quel que soit t appartenant à Jn, on a aussi t qui est plus grand que t-1, ça c'est toujours vrai. Hein. Voilà. Et donc, on peut passer, ça c'est positif aussi. Hein. Jn c'est inclus dans R+, hein, donc tout ça c'est positif. Je peux passer à 1 sur t. Voilà. Ah, j'ai oublié de multiplier par ln d'abord. Donc on fait fois ln. Voilà, on explique que ln étant positif, hein, ln de t est positif. Et après je prends à l'inverse, t 1 sur t, etc. Donc après de multiples, vous regarderez le détail, on obtient cette inégalité. Voilà. Là, on reconnaît que si on intègre, on obtient un grand f. Et ici. Voilà. Alors, comme si x plus grand que n plus 1, à ce moment-là, x carré, comme x carré est plus grand que x, est inclus dans Jn. On peut appliquer ceci, puisque ça c'est vrai pour tout t appartenant à Jn. On peut intégrer, voilà, et là on intègre, voilà, j'ai oublié le ln de t ici, voilà. Ici, on reconnaît le ln de 2. Là, on intègre entre x et x carré. Là, on reconnaît grand F de x. Et ici, je sors le 1 sur alpha n et ln de 2. Comme alpha n tend vers... Donc ça, c'est vrai pour tout x supérieur ou égal à n plus 1. Donc pour x égale n plus 1. Pour x égale n plus 1, on obtient ceci. Alors, pourquoi? Parce que là, maintenant, j'ai dit une suite. La suite f des n plus 1. Voilà. Ça tend vers ln de 2, théorème des gendarmes. Ça tend vers ln de 2. Donc j'ai fait le détail bien détaillé sur le corrigé. Et donc, quel que soit n appartenant à grand N, pas de quel que soit n appartenant à grand N, mais forcément, si ça tend, les suivants tendent vers ln de 2, celui-là aussi tend vers ln de 2. Donc ici, c'est vrai pour toute suite d'entiers qui tend vers ln de 2. Donc ici, si x appartient à grand I, on a par croissance, comme par décroissance de f, comme on a ceci, on peut appliquer
multiplier grand F, puisqu'elle est décroissante, et on obtient grand F de, voilà, partie entière de x inférieur ou égal à grand F de x, partie entière de x plus 1. Voilà. Et grâce à ceci, ça tend vers ln de 2, puisque quand x tend vers plus infini, ça tend vers, c'est une suite d'entiers qui tend vers plus infini, c'est une suite extraite de ceci. Donc ça tend vers ln de 2. Celui-là aussi. Donc celui-là aussi. Voilà. Donc c'était un peu compliqué sur la fin. Enfin, c'est pour ça que j'avais mis la question, ces questions-là tout à la fin. Donc on a fini avec l'exercice 2. Pour l'exercice 3, on a encore une suite définie par une intégrale. Là, ça va être beaucoup plus rapide. Alors pour l'exercice 3, qui était pas si compliqué au début en tous les cas, vous aviez IN qui était défini de cette façon-là. Donc vous remarquerez d'ailleurs toujours, hein, je ne fais pas toujours la remarque, mais entre 0 et 1, comme vous avez des x qui sont compris entre 0 et 1, sauf pour x égale 1 où ça reste 1, mais pour toutes les autres valeurs, les puissances successives vont tendre vers 0. Comme ici c'est plus grand que 1, je divise par quelque chose de plus grand que 1, c'est plus grand que x à la puissance n qui va tendre vers 0. C'est plus petit que x à la puissance n qui tend vers 0. Donc grosso modo, ici, c'est une fonction qui tend vers 0. Donc c'est normal que IN tende vers 0. Alors ici, bien sûr, on améliore les choses en trouvant un équivalent de IN dans la dernière question. Donc pour voir quelle est la rapidité de convergence. Mais pour I0, très simple, je n'expliquerai pas. Pour IN plus IN plus 1, pareil, hein, vous avez une factorisation par 1 plus x, qui fait qu'il n'y a plus de dénominateur, et une primitive de x puissance n, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1, donc c'est fini. Ici, une fois qu'on a cette relation, on trouve I1, I2, I3, I4, et on arrive à montrer que I4 c'est égal à ça, donc pareil. Hein. Ensuite, pour montrer, en utilisant le théorème de la limite monotone, que la suite IN est décroissante, plutôt que de faire comme j'ai fait dans ce corrigé, je vais vous le faire autrement. Vous avez on va utiliser le fait d'être entre 0 et 1, comme ça on aura la décroissance minorée directement. Vous avez donc x compris entre 1 et 0, on multiplie par x puissance n, donc on obtient ceci, n plus 1, n. Ensuite on divise par 1 plus x, et on obtient ceci. Voilà. On intègre sur 0,1. Et donc ici, on va avoir 0. Voilà. Ceci, n'oubliez pas le dx. Hein. Voilà. Là, on reconnaît IN plus 1. IN, 0. On dit IN décroissante minorée. Donc, IN converge. Et surtout, vous ne dites pas que IN tend vers 0. Vous dites IN converge. L'objectif, ce sera après de montrer que IN tend vers 0. Alors là, on a quelque chose de beaucoup plus simple pour montrer. Donc IN converge. IN converge. Notons L égale limite de IN. Et alors là, on a montré que IN plus IN plus 1 égale 1 sur N plus 1. Or, IN plus IN plus 1, ça tend vers 2L. Alors, il y en a qui ont eu un peu l'idée, car bien sûr, IN plus 1 tend vers L. Voilà. Donc, on a montré que la limite de ça, c'était 2L. Or, c'est aussi égal à 0, puisque IN plus 1 plus IN, c'est 1 sur N plus 1. Donc, on a 2L égale, voilà. Alors, ceux qui écrivent quelque chose qui tend vers, par exemple, ceci, c'est horrible, proprement horrible. Parce que ici, N tend vers plus infini, donc il n'est pas fixe. Donc, vous ne pouvez pas tendre vers
ceci. À la rigueur, vous pouvez avoir des équivalences, mais pas de n qui apparaissent quand vous avez n là. C'est horrible, horrible, horrible. Vous allez perdre des points en faisant ça. Donc, on a 2L égale 0, donc L égale à 0, et on a montré ainsi, beaucoup plus simplement qu'avec une majoration, que IN tend vers 0. On aurait pu le faire avec une majoration, parce que ça c'est inférieur ou égal à ça. On arrive à le montrer. Et ça nous fait 1 sur n plus 1. Donc, en gros, IN est plus petit que 1 sur n plus 1. De façon très rapide, on arrive à montrer ça. Alors maintenant, dans la question 5, on veut montrer cette expression. Cette expression pour n supérieur ou égal à 1. Donc effectivement, je ne l'avais pas saisi tout à l'heure quand vous m'avez posé la question, mais dans l'absolu, l'initialisation se fera à 1, mais à vrai dire, il se trouve que pour I0, ça fonctionne encore. Hein, on peut vérifier cette... voilà. Donc, lorsque j'ai fait l'énoncé, je n'ai pas trop vérifié ça. Alors, pour l'initialisation pour n égale à 1, pardon, on calcule ceci et on calcule cela. On trouve qu'il y a la même chose. Ça, on l'a déjà calculé dans la question 3. Donc, c'est pour ça que j'ai directement ce résultat. Alors, pour l'hérédité, donc on suppose Pn vrai, hein, pour n supérieur ou égal à 1, on écrit ceci. Là, on applique ce qu'on a trouvé dans la première question, c'est-à-dire que IN plus 1, c'est IN, c'est 1 sur n plus 1 moins IN. On développe, on obtient moins 1 puissance n plus 1 sur n plus 1 moins, alors moins 1 puissance n plus 1, c'est plus moins 1 puissance n. Vous pouvez vérifier, hein, puisque là, en fait, je vais me retrouver avec n plus 2, moins 1 puissance n plus 2, et ça fera moins 1 puissance n fois moins 1 puissance 2, qui est égal à 1. Donc, ceci. Ça, on peut remplacer, maintenant, ça, on peut remplacer hypothèse de récurrence par ça. Et donc, on va avoir ln de 2 plus ça et ça. Alors, c'est comme si j'allais jusqu'à n plus 1. Voilà. Je vais oublier le cas. Voilà. Voilà comment on procède par récurrence. Alors, bien évidemment, dans la question d'après, on vous demande de trouver la limite de ceci. Or, IN tend vers 0. Donc ça tend vers 0. Donc ça tend vers 0. Donc ça tend vers moins ln de 2. Voilà. Donc pour la question 7, cette fois-ci, on veut chercher un équivalent de IN. IN, c'est toujours ça, un équivalent de IN. Donc pour ça, on veut trouver un encadrement de IN. On a la décroissance de IN. Voilà, quel que soit n supérieur ou égal à 0, on a ceci. A supérieur ou égal à 1, ce sera plus pratique. Hein. Donc, j'ajoute IN de chaque côté. Or, il y a une formule qu'on a montrée à la première question qui nous dit ceci. Voilà. Ensuite, je peux diviser par 2 et trouver la formule qui était demandée dans l'énoncé, mais sinon, plus simplement, je multiplie par n et j'obtiens ceci. Voilà. Ça tend vers 1. Ça, c'est 1. Donc ça tend vers 1. Théorème des gendarmes. Donc, IN, c'est équivalent à 1 sur 2n. Voilà. Ensuite, dans le dernier exercice, on a l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à 2, la base canonique associée, grand B, l'application linéaire suivante, l'image de P0 par cette application linéaire, on vérifie que c'est 0, de P1 c'est 1, de P2 c'est 2x moins 1, et à partir de là, on obtient, alors plus 1, pardon, et donc à partir de là, on obtient la matrice associée dans la base B. Donc ici, 0 pour la première colonne, ce sont les colonnes successives. Ici, comme on a
1 c'est P0, donc c'est 1 fois P0 plus 0 fois P1 plus 0 fois P2. Et ici c'est 1 fois P0 plus 2 fois P1. Et donc 0 fois P2. Voilà pour la matrice associée. Alors, im de delta, c'est vect d'une base. Voilà. Comme ceci est égal à 0, c'est aussi vect, il ne sert à rien, hein, c'est vect de... Voilà. Voilà. Donc on a im de delta qui est égal à vect de P1, P2. Or, delta de P2, c'est égal à 2P1 plus P0. Donc delta de P2 moins delta delta de P1, c'est P0. Ça me fait 2P1 et je prends un demi. Ça me fait P1. Donc ceci, ça va être égal à vect, comme ça c'est P0, P0, P1. Voilà. Donc on a montré que delta, im de delta, c'était vect d'une famille libre. Ça c'est une sous-famille de la famille des... sinon on peut dire qu'ils sont échelonnés en degrés, hein, puisque ça c'est degré 1 et ça c'est degré 0. Donc c'est de dimension 2. Or, les degrés étant inférieurs ou égal à 1, c'est forcément R1 de x. Donc ici on a vect de P0, P1. Dim, donc dim de im de delta égale à 2. Donc théorème Durand, alors que l'on va voir, je le fais comme ça vous saurez faire avec le théorème Durand, c'est mieux, c'est plus efficace. On a dim de E qui est égal à 3, qui est égal à dim de ker de delta plus rang de delta. Rang de delta, c'est 2. Donc, dim de ker de delta égale 1. Or, P0 appartient à ker de delta. Donc, des deux propriétés, on a ker de delta, beaucoup plus rapide, égale vect de P0. On a trouvé im de delta, ker de delta. On a trouvé ce qui nous demandait dans la question 2. Alors, dans la question 3, on va essayer de trouver une base dans laquelle la matrice de delta sera plus agréable que celle-ci. Alors, elle était déjà assez agréable. D'habitude, on essaie toujours de se ramener à une matrice diagonale. Ici, on dira l'année prochaine que la matrice est diagonalisable. Ici, ce n'est pas le cas. On ne peut pas diagonaliser la matrice. Donc, à partir de là, on va quand même trouver une expression beaucoup plus simple. On note Q2 le polynôme suivant. On fait delta de Q2 et on remarque que c'est égal à P1. Voilà. Et donc, dans la matrice de delta dans la famille F, L ou F? Oui, F, pardon. Je crois que c'est F que j'ai noté. Terminer la matrice. Non, la base G. G étant P0, P1, Q2. Déjà, on a delta de P1, c'est P0. Delta de P0, c'est 0. Donc les deux premières colonnes ne bougeront pas. Et delta de Q2, c'est P1. Donc dans cette base-là, le coefficient de P1, c'est 1, et les deux autres coefficients sont 0. Donc on a trouvé ceci. On a une formule qui relie, qui est matrice de passage de G vers B, mat de B de delta, mat de matrice de passage de B vers G. Voilà, donc ici la matrice de delta dans G, on peut aussi l'obtenir par ce calcul-là.
sachant que celui-ci c'est assez facile, puisque mat de G dans B, alors je suis en train de dire celle-là, mais c'est celle-ci, c'est égal les coordonnées des vecteurs de G dans B. Or, P0 c'est forcément ceci, P1 c'est forcément ceci, puisque les deux premiers sont communs. Hein. Et ici pour Q2, Q2 c'est ça, je développe, voilà, moins 1,5, donc ici j'obtiens 1,5 de x carré moins 1,5, voilà. Ça c'est celle-ci. Et là, simplement, j'inverse celle-là. Donc, tout ce qui était demandé à la question 4, hein, c'était exactement ça. Alors, si on généralise et qu'on prend la Rn au lieu de R2, on peut généraliser tout ce qu'on a fait pour n égale 2. Alors, juste une remarque en passant, c'est que ça, c'était la matrice M. Si je fais m carré, j'obtiens 0, 0, 1. Et m cube, j'obtiens la matrice nulle. Donc, ça veut dire que delta cube égale à 0, puisque la matrice associée à delta cube, c'est M3, avec ce qu'on a encore vu aujourd'hui hein, sur les composés d'application linéaire. Voilà. Alors, dans le cadre Rn, ici, ce qui va changer, c'est que la base canonique, c'est, voilà, Pn. Les polynômes Q sont, pour Q0 et Q1, c'est les deux mêmes. C'est QK, ou QN, je ne sais plus comment j'avais noté dans l'énoncé, je regarde, QN, j'ai noté 1 sur n factoriel. Ah, j'aurais dû faire attention parce que j'aurais dû mettre QK, puisque là c'est pour K quelconque, donc j'aurais dû noter comme ça. Voilà, hein, ça aurait été plus rigoureux. Même si vous avez compris, hein, pour ceux qui l'ont fait, il n'y avait pas eu de souci, hein, il n'y avait pas d'ambiguïté sur la définition des QK. Alors, ensuite, ici on a une famille échelonnée en degrés, hein, puisque là le degré de QK de x par développement, comme il y a k facteurs, c'est K, donc échelonné en degrés, donc libre. Or le cardinal c'est n plus 1, donc c'est une base. Hein, donc ça c'est écrit dans le corrigé, je ne l'écrirai pas. Il y avait une subtilité, c'était delta de QK de x. Donc j'applique ici pour, ça fait QK de x plus 1 moins QK de x. QK de x plus 1, je remplace ici tous les... alors le k factoriel, je vais pouvoir factoriser puisque j'aurai là et là. Et là, je vais avoir x plus 1 facteur de x en remplaçant x par x plus 1. Et là, x plus 1 moins k plus 1, donc ça fait x moins k plus 2. Et là, c'est la même chose que ça. Or là, je vois un facteur commun, c'est ça, ça, et ici, il y sera aussi. Voilà, donc je peux factoriser par ça. Donc x, facteur de x moins 1, facteur de x moins k plus 2. C'est juste celui qui est avant celui-là. Et donc il me reste entre parenthèses x plus 1 moins ceci, x moins k plus 1. Donc il y a les 1 qui sautent, les x qui sautent, et il reste moins k, donc plus k. Sur k factoriel, ça me fait 1 sur k moins 1 factoriel, fois ça. Et là, je reconnais qk moins 1. Voilà. Donc ça, quel que soit k supérieur ou égal à 1, j'obtiens ceci. Voilà, en notant Q1 ceci et Q0 ceci, sinon ça ne marche pas, effectivement. Et donc, j'obtiens, ça c'est degré, donc degré, d'ailleurs, de delta QK de x égale
K-1. Mais surtout, la matrice associée, c'est ceci. La même que tout à l'heure avec des 1 ici. Voilà. Et des 0 partout. Quand je fais M carré, je déplace la diagonale qui est là de 1 rang. Donc j'ai 0, 0. Là j'aurai de nouveau 0. Là 0. Et là j'ai des 1. Et après des 0. Vous pouvez essayer de faire le calcul, comme dans tout à l'heure. Donc j'obtiens Mn, je vais obtenir 0. À chaque fois que je déplace d'un rang jusqu'à ne plus avoir que des 0. Donc j'ai un 1 de moins à chaque fois. Là j'en ai n, c'est une matrice n plus 1, n plus 1. Voilà pour les puissances successives. Pour montrer, alors dans la question petit 1, que delta de P de K, c'est de degré K-1, si Pk de x, c'est x puissance K, quand j'ai fait delta de Pk de x, j'obtiens x plus 1 puissance K, voilà, x puissance K. Là, j'utilise la formule du binôme. Or, pour ici, pour K puissance, pour L égale K, j'obtiens K parmi K, 1 et x puissance K. Ah, j'ai oublié le L ici. X puissance K qui va se simplifier avec celui-ci. Donc, j'ai le dernier terme qui saute. Et j'obtiens donc ceci. Et donc là, c'est des degrés successifs. Et le plus grand degré, c'est K-1. Donc, degré de Pk, de delta Pk de delta Pk, pardon, c'est égal à K-1, si K supérieur ou égal à 1. Et pour delta 0 de P0, degré de delta de P0, c'est moins l'infini, puisque ça, c'est égal à 0. Voilà. Donc, on a forcément L qui est défini comme delta de P0, etc., qui est échelonné en degrés si j'enlève celui-ci, donc celle-ci, avec delta de P1, échelonné en degrés. Donc son rang c'est de 1 à n, donc c'est n, rang de L égale à n. Le fait de rajouter 0 ne changera rien. Voilà. Et c'est aussi égal à la dimension de im de delta, donc dim de im de delta égale n. Par théorème du rang, dim de quart de delta égale 1, puisque la somme des dimensions des deux doit faire dimension de E, qui est n plus 1. Donc ici, comme j'ai un élément de quart de delta, c'est forcément vecte de P0. Donc on a fini avec cette vidéo. Hein. J'étais un peu rapide sur la fin parce que je ne pouvais pas stopper. Enfin voilà, j'avais des problèmes, des contraintes techniques. Voilà.